Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, ce samedi matin pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur EZE Télévision, baptisée Info Hebdo. La campagne électorale pour le compte des élections communales et municipales du 17 mai prochain a pris fin hier à 0h et nous en parlons ce jour. Dans le décryptage du jour, ce sera avec Médéric François Gongo. Il est fondé et éditorialiste du quotidien béninois d'information générale et d'analyse Actu Express. Il sera face au directeur de publication du quotidien béninois La Dépêche. Avec eux, nous essaierons d'apprécier la nature des départs et des forces en présence pour le compte de ces élections communales et municipales du 17 mai prochain. Bienvenue à tous, bonjour. On les retrouve dans un court instant pour le débat, le décryptage du jour. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Joseph Perzouanago. Bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux internautes de EZE TV. Merci d'être toujours disponible pour les plateaux d'Info Hebdo. C'est un devoir. Vous êtes face à Médéric François Gongo qui nous est revenu après moult invitations ratées. Bonjour à vous. Bonjour cher ami, bonjour. Amis internautes de EZE TV. J'espère que vous allez prendre un engagement avec les amis internautes qui me dérangent de part et d'autre. Pourquoi on ne voit plus Médéric François Gongo? De toute façon, la nature du débat aujourd'hui n'est plus le même qu'hier. Les acteurs politiques deviennent de plus en plus visibles et l'objecteur de conscience que nous sommes, les témoins de l'histoire que nous sommes, ni partisans ni courtisans, nous devons à la vérité de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour ne pas nous mêler à ce spectacle peu réalisant aujourd'hui pour le peuple en tout cas. Alors, Joseph Perzouanago, la campagne électorale vient de prendre fin, la campagne électorale pour les élections communales et municipales de demain, dimanche 17 mai prochain. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette campagne électorale? Merci, chers confrères. Je retiendrai d'emblée qu'il s'agit, contrairement à ce qu'on nous a fait croire, que d'une campagne ordinaire, mais cela n'avait rien d'exclusivement médiatique. La preuve sur le terrain, on a constaté que les gens s'en sont donné à cœur joie, les meetings se sont tenus, la proximité a été brisée, les gens se sont rentrés dedans pour faire trivial. Et donc, au finish, je me demande si ce n'était pas une arnaque que de nous annoncer qu'il s'agissait d'une campagne exclusivement médiatique. Je constate donc qu'il n'y avait pas de campagne exclusivement médiatique, mais une campagne tout court où les gens ont fait comme ils le faisaient avant, malgré l'enjeu de la crise sanitaire. La menace de la crise sanitaire. Et donc, voilà le premier constat que moi je puis faire. Quel est votre premier constat, vous, Médéric François Gongo, au sujet de cette campagne électorale? Deux constats. Ces élections se tiennent tout juste après les législatives exclusives de avril 2019, avec à la clé des échauffourées qui nous ont amenés à vivre des heures chaudes de notre histoire sur le chemin qui devrait nous amener vers l'accomplissement de la démocratie. Ces élections se tiennent également dans les conditions de confinement ou de relatif confinement suite à cette crise de Covid-19. Les deux faits, l'un mis à côté de l'autre, nous amènent à constater une campagne électorale inédite dans le sens négatif, parce que n'ayant pas permis aux uns et aux autres de vivre les heures heureuses d'une élection comme on en a l'habitude, malgré quelques imperfections, malgré quelques arrangements, malgré quelques renivellement à des endroits, ce qui nous donne la preuve évidente de ce que notre démocratie est à pas faire, n'est pas complètement au top des standards mondiaux. Pour vous dire que lorsque l'on vient un an après, ces élections qui nous ont permis de douter de l'effectivité de la démocratie et que nous en sommes aujourd'hui au communal, qui nous ont permis de passer de 2 partis siamois à nez d'une mitose mal accomplie pour aller vers 9 partis légalement autorisés après moult péripéties, acrobaties et conciliabules. Nous avons finalement regretté la mise à l'écart de 4 des partis animés pour la plupart par des jeunesses fougueuses, des jeunesses conscientes. Et nous avons constaté le maintien de 5 partis dans lesquels se retrouvent les carriéristes politiques d'une manière ou d'une autre. Entendu que les grosses cylindrées que constituaient l'USL et le FCBE, parcourus par des crises internes de maturation et ou de leadership, nous ont amené à constater du côté des FCBE une implosion qui pourrait être fatale
pour le parti. Et du côté de l'USL, j'allais dire un rapetissement. J'allais dire, je ne veux pas parler d'hémorragie, je ne veux pas parler d'atrophie, mais je constate que la plupart des acteurs politiques qui ont pris fait cause, parce qu'ils étaient dans le jeu depuis, pour rejoindre l'USL, sont repartis et ont cherché à se caser dans l'un ou l'autre bloc ou dans l'un des 3 tendances politiques qui participent au jeu, contrairement à ce qu'on a constaté auparavant. On vous a compris, Médéric François Gogo, Joseph Pierre Zonago, dites-nous, vous avez suivi les messages diffusés des différents candidats en lice pour les élections communales et municipales prochaines. Dites-nous, quelle lecture faites-vous de ces différents messages qui ont été diffusés sur les radios et les chaînes de télévision? Je dirais ceci, peut-être, je pourrais vous surprendre. Moi, j'ai eu l'impression, personnellement, à suivre les messages, qu'à une exception près, les messages se ressemblent et on a tendance à croire que c'est la continuité, pour ne pas dire le développement vers la base du pouvoir central. C'est-à-dire, ces partis ont livré des messages qui, à ma foi, n'étaient pas des messages de mandants qui sont partis pour gérer les affaires à la base. Mais on a l'impression que cela découle du pouvoir central. J'ai écouté, à des exceptions près, je ne voudrais pas citer de partis politiques pour ne pas faire dans des crises qui ne disent pas leur nom, mais je constate que pour la plupart de ces partis, à l'exception d'un parti et éventuellement, tous les autres partis ont mené une campagne sur une vision qui découle pratiquement de la vision de la gouvernance du pouvoir central. Cela ne devrait pas, de mon point de vue, être le cas, dans la mesure où le pouvoir à la base, la gestion à la base des collectivités n'est pas forcément quelque chose qui découle systématiquement du pouvoir central. Ça devrait être une initiative à la base, prise par des gestionnaires à la base, même si le pouvoir central devrait avoir à y prendre part. Mais j'ai constaté par contre que la plupart de ces partis, pour ne pas dire 4 de ces partis fondamentalement, ont livré des programmes et on dirait que c'est encore un découlement du gouvernement central, c'est-à-dire du pouvoir central. C'est le sentiment que moi j'ai eu lorsque j'écoute ces messages, où la vision déclinée par 4 des partis politiques. Pour me libérer, je dirais donc... Oui, mais le 5e parti qui n'est pas allé dans ce sens n'est que la FCBE. Il n'y a que FCBE. Alors, Médéric François Gogo, dites-nous, quels sont les sentiments qui vous ont animé après avoir entendu, durant 2 semaines, les messages des 5 partis politiques en lice, à savoir Union démocratique pour un Bénin nouveau, Parti du renouveau démocratique, Force Courrier pour un Bénin émergent, Union progressiste et Bloc républicain? Les populations qui devraient avoir des éléments d'appréciation pour opérer des choix de valeur se sont retrouvées face à des canaux de communication réduits, contrairement à ce qu'on observe. Il n'y a pas eu la discussion en direct, il n'y a pas eu des plateaux, il n'y a pas eu des échanges en porte-à-porte, il n'y a pas eu des rencontres de proximité élargies. Au fait, l'occasion n'a pas été donnée aux mandants d'établir un contrat social entre eux qui sont les électeurs et les mandatés que devraient être les conseillers, dans un cadre de mode de scrutin qui est complètement différent de celui des présidentielles. Nous sommes en présence d'un mode de scrutin de liste. Ce qui veut dire que ce sont pour les partis pour la plupart et éventuellement pour certains de leurs leaders que voteront les populations. Mais contrairement à cela, il n'est pas sûr que les populations sachent qu'il y a une différence avec ce qu'on observe aujourd'hui, qu'il y a une différence entre le mode de scrutin de la présidentielle, des législatives et de ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est là où je rejoins mon vis-à-vis qui m'amène à constater que des sympathies en lice, il y a 4 qui vont évidemment se réclamer des réalisations du chef de l'État. Ce qui fait que cet argument devient une argument. Si ça tombe de fait, ça n'a plus de valeur. Donc les sympathies en présence devraient nous donner la preuve de l'originalité de leur proposition. Et au-delà des slogans que moi j'appellerais des incantations ou des promesses électoralistes qui n'engagent que ce qu'ils coûtent, nous avons quelques spécificités
qui pourraient se retrouver au niveau des parchemins des uns, parce qu'il y en a qui ont fait des partis politiques, qui ont un passé militant, qui ont eu l'opportunité, la chance, ou qui ont mené bataille, suant, sang et eau, pour apprendre à gérer la chose publique. Et là, nous avons constaté des candidats, à l'instar de Lucas Tropo-Saint-Ondy, qui s'est dit, en tant que Vidaro, moi, après Boycon, avec quelques inimitiés, avec quelques imperfections, après mes prouesses à Boycon, je serai prêt à opérer le miracle à Cotonou. Et nous l'avions écrit au niveau de la Renaissance du Bénin. Et lorsque vous avez quelqu'un de la sorte, si vous avez quelqu'un de la sorte qui arrive à se distinguer de tout le lot, à part des maires en fonction qui veulent rempiler, et qui ont ceci au compteur de mettre leur réalisation, de mettre la gestion des susceptibilités au niveau des conseils communaux. Je veux parler du maire de Calavi, mais qui se retrouve aujourd'hui sur un terrain complètement difficile, parce qu'il y a l'UDBN qui revient à la charge, l'UDBN qui va vouloir jouer son vatou, et va vouloir tendre, sinon dépasser les 10% qui sont les critères qui nous permettraient de valider ces élections. Voilà encore l'autre piège. Donc, lorsque l'on l'observe comme ça, où on voit Parakou, au niveau des 3 principales villes, on voit Parakou Charles Toko qui se bat, qui se bat de toutes ses forces pour ne pas se faire arracher. Ce qu'il a difficilement eu dans des conditions exceptionnelles qui pourraient nous amener à constater des cas de jurisprudence, parce qu'il n'était pas de la majorité du départ. À Porto-Novo, le PRD qui avait perdu du terrain, parce que l'USL était arrivé, lui arracher ses précarés, se retrouve un peu requinqué, et pourrait, s'il arrivait à gérer les problèmes de positionnement sur les listes, les susceptibilités entre les 3 grandes communautés qui peuplent, je vais parler des Tori, je vais parler des Yoruba, et je vais parler des originaires de la terre de Mali. Lorsque nous avons tout ça, on se demande à Cotonou si celui qui a dit « je le veux parce que je le peux », il n'a pas complètement raison de vouloir se distinguer par rapport aux autres. Mais le problème qui se pose à Cotonou, c'est forcément qu'on a un passif qui a été conduit par quelqu'un qui a pris des risques pour gérer l'intérim dans un environnement conflictuel, mais qui a fait preuve, je veux parler de Isidore Yolfo, qui a fait preuve de maestria, ancien chef circonscription et urbaine, ancien député, ancien ministre de la décentralisation, et avec une tempérance qu'on lui reconnaît pour essayer de se faire valoir. Nous avons donc, au niveau de l'Union progressiste à Cotonou, Diaboli, qui s'est levé très tôt, Yolfo, qui va dire pourtant j'ai fait 3 ans et demi, 4 ans, et je n'ai pas démérité, et Luc Saint-Ondy Atropo, qui, qu'on le veuille ou non, veut se positionner comme le leader politique charismatique du peuple fond. 45% de l'électorat, avec une forte proportion à la hausse, entendu que le taux démographique à ce niveau est élevé. Lorsque on se retrouve dans ce schéma, on constate que nous avons des élections véritablement inclusives. Parce que les dissensions à l'intérieur, je vais parler d'abord du BR, on l'a constaté, on nous a parlé d'une prétendue candidate qui serait le choix du chef de l'État parce qu'il y aurait des accointances familiales avec le chef de l'État, ce qui ne pourrait pas être le cas. Parce que c'est dénier au chef de l'État ses qualités de démocrate que de croire un instant que celui qui veut de l'assainissement du paysage politique, de la clarification au niveau de la classe politique, qu'il en arrive à avoir des préférences. Si tel était le cas, il lui fallu qu'il procède à la nomination des maires. Mais si le jeu est ouvert, nous devons rester dans l'idée, en refusant de dormir, comme l'opposition qu'on ne voit pas aujourd'hui, parce qu'à l'évidence, dans la lutte politique, c'est une affaire de rapport de force. Et lorsque vous avez un vis-à-vis qui vous connaissez tous, et qui a eu, sur le plan économique, peut-être à discuter quelques intérêts avec Sébastien Adjavon, sur le plan politique, à dealer, à collaborer avec le président Yahi Boni, et à être le régent, le financier de la plupart des autres acteurs politiques, quand vous avez quelqu'un comme ça, vous devez avoir plus d'avance sur lui. Et lorsqu'on constate qu'il a tenté de réviser 2 fois la Constitution, ça n'a pas pris, qu'il a tenté au niveau du code électoral d'avoir le jeu dans les mains, parce que c'est de cela qu'il s'agit, il a compris qu'il n'avait pas la majorité au niveau du Parlement. Et qu'il est obligé de renégocier la victoire des présidentielles. Donc,
Donc, pour finir rapidement, donc, très rapidement. Donc, l'homme a tenté la révision de la Constitution une fois, deux fois. Le code électoral, il a tenté de modifier. Le système partisan, il a tenté. Le quitus fiscal, il a ramené, densifié. Et nous avons une opposition qui ne se limitait qu'aux lamentations, aux récriminations et aux plaintes qui n'ont de valeur. Cette opposition n'a pas pu sentir que l'autre en face a une opposition de fait, pas une opposition par rapport à une idéologie. Une opposition parce que ce ne sont pas des gens qui sont au pouvoir, parce qu'on n'a pas encore des systèmes politiques qui gouvernent notre pays. Tout tourne encore autour des hommes. Donc, lorsque vous avez une opposition comme ça qui n'arrive pas à anticiper, je suis au regret de constater que cette opposition donne la preuve qu'elle n'a pas de boussole, qu'elle n'a pas de leadership éclairé, et que finalement, peut-être que c'est elle la cause des exagérations, des extrapolations, des essais du système en place que nous dénonçons tous. Parce qu'il faut le reconnaître, la presse ne se porte pas mieux. Il faut le reconnaître, la démocratie ne se porte pas mieux. Les derniers rapports du Amnesty International et de RSF le prouvent. Il faut le reconnaître. La manne nationale n'est pas bien distribuée parce qu'il n'y a pas une discipline, il n'y a pas une équitabilité au niveau de la passation des marchés publics. Mais tant que nous avons tous ces problèmes, tout à fait, en tant qu'acteur politique, nous n'avons pas le droit, parce que nous bénéficions de la confiance du peuple, de nous empêtrer dans les problèmes de coépouse, dans des crises de vendeurs d'épiciers, pour refuser de jouer notre rôle, pensant que les journalistes vont jouer le rôle en ces lieux et places. En résumé, les municipales et les communales nous ont amené à constater une relative avancée par rapport aux législatives. Le taux de participation se retrouve être le véritable enjeu sur deux plans. Pour légitimer les futurs maires. Justement, je vous reviens par rapport au taux de participation. Autant pour moi. Joseph Perzo Anago, selon vous, quelle est la nature des débats selon vous et quelle analyse faites-vous des forces en présence? Vous avez suivi tout à l'heure Médéric François Gogo qui a eu à évoquer des noms de Claudine Prudencio, Luc Setondia Atroko, Isidore Yonlonfou, Georges Bada, il y a également Patrice Sousou-Guédé, il y a également Charles Toko, il y a quand même au niveau de l'adjoint également un ancien journaliste qui veut revenir, qui était maire, qui veut revenir également. Joseph Perzo Anago, quelle est votre analyse? Avant d'en arriver là, je voudrais répondre, ce n'est pas du tac au tac, mais dire à mon confrère que je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Sur beaucoup de plans ou tout le plan? Sur un certain nombre de plans, et essentiellement sur un plan que lui, il partage comme valeur et que je partage comme valeur. Et donc je voudrais croire qu'en son fort intérieur, il n'est pas convaincu de ce qu'il a dit à propos de l'opposition. Je ne dis pas qu'il est opposant. Il n'y a pas de journaliste opposant d'ailleurs. Mais nous avons des valeurs que nous défendons. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation où lorsqu'on compare, le Bénin ne peut pas vivre en autarcie. Lorsqu'on compare le Bénin à d'autres pays, vous me laissez terminer, oui, vous allez terminer, mais je voudrais insister, je voudrais pas focaliser le débat. Je voudrais insister sur cet aspect-là. Oui, je voudrais insister sur cet aspect parce que c'est très important. Oui, très rapidement. Non, j'insisterai sur cet aspect avant d'aborder le débat. Je disais tantôt que je ne suis pas d'accord. Sur beaucoup de plans, j'ai partagé les avis de mon confrère. Mais il y a un plan, et je dis, c'est le plan des valeurs que nous partageons. Il partage ces valeurs avec moi. Nous les avions partagées depuis des lurettes, sans attendre une opposition. Lorsque les libertés essentielles sont malmenées, ce n'est jamais le fait d'une opposition. Je vous en prie, chers confrères, je voudrais insister là-dessus. Et vous avez raison. Oui, parce qu'en fait, si je le dis, et je le dis, j'insiste, Médéric n'est pas né de la dernière pluie. C'est un combat que nous avions mené depuis des lurettes, et j'insiste là-dessus. Non. Si aujourd'hui nous avons encore la possibilité, je le lui concède, il a parfaitement raison. Oui. Si aujourd'hui nous avons cette opportunité encore de parler, de dire ce qui ne va pas, nous allons mener ce combat sans même l'opposition. Et donc, dire que c'est à cause de l'opposition que nous avons vécu ceci, non. Sous les tropiques, on constate, quand vous allez au Togo, vous allez au Cameroun, vous allez constater curieusement que lorsque le pouvoir central décide de clouer le bec, de figer l'opposition, il le fige. L'opposition a beau vouloir être performante, elle ne pourra pas le faire parce qu'en fait le jeu se fait au niveau même des tests. Je crois que je suis désolé, chers confrères. Je vais vous réinviter avec Médéric François Gogo pour un autre plateau sur beaucoup plus l'opposition. Là, on aura le temps. Non, je ne vais pas parler de l'opposition, c'est pour parler pour apprécier la façon, des valeurs démocratiques qui ne dépendent pas seulement l'animation de la vie politique par le. Mais je suis heureux. Mais par rapport aux élections, oui, tout à fait. Par rapport aux élections communales et municipales prochaines, les rapports des forces en présence, la nature
l'ouverture des débats, selon vous, Joseph Perzonago? Oui, tout à fait. Je suis heureux qu'on se soit compris. Oui. Et je voudrais dire... Oui. Allez-y. Médéric, c'est de quoi il parle. Alors, ceci dit, je voudrais constater qu'au niveau des rapports de force, c'est vrai, je constate que le parti qui se réclame de l'opposition, parce qu'en fait, la gestion du pouvoir, quelle que soit l'issue des élections, qu'elles soient présidentielles ou communales ou municipales, la valeur, la beauté, la quintessence de la gouvernance ne peut se mesurer qu'à l'aune d'une contradiction venue, ne serait-ce qu'un de partis véritablement de l'opposition. Et donc, dans le cas d'espèce, quand on regarde sur l'échiquier et on regarde les 5 partis qui sont en compétition, je voudrais encore continuer par croire qu'il y a un parti de l'opposition. Je voudrais continuer par croire, même si, en mon fort intérieur, je suis tenté d'émettre des doutes. Mais je voudrais continuer par croire que les FCBE se réclament de l'opposition. Mais les 4 autres partis en lice l'ont dit clairement. Ils ne sont même pas cachés pour le dire. Et d'ailleurs, ils ne sauront se cacher. C'est des partis issus de la mouvance présidentielle. Le PRD l'a créé sous tous les toits, même si pour l'heure, personne ne donne l'impression de l'écouter. Le PRD dit « prends-moi et s'offre » comme une vierge qui veut se faire déflorer à force de... Bref, vous n'allez pas aller dans cette... Oui. Mais je considère... le débat. Évidemment, ce n'est pas le cas d'ailleurs pour ce qui me concerne. Et donc, le débat s'est ainsi focalisé sur l'essentiel, essentiellement sur 3 partis politiques. Je suis désolé de le constater. Il y a les 2 blocs présidentiels et un autre parti de la mouvance qui est l'UDBN. Je voudrais dire les partis qui ont sorti la tête de l'eau durant cette campagne communale. Ça c'est mon constat. Oui. Et je n'ai pas vu vraiment le PRD émerger. Même mes constats à Porte-Nouveau ne m'ont pas donné... Ne vous ont pas convaincu. Je n'ai pas vu l'FCBE émerger. Même les relations que j'ai eues avec des correspondants à Parakou ou à Porte-Nouveau. Mais est-ce que cela n'est pas dû au fait que ces formations politiques ont voulu être très respectueuses des mesures édictées pour encadrer le déroulement de la campagne électorale? Est-ce que cela n'est pas dû au fait que, puisque en tant que journaliste, il y a eu à prendre contact avec certains pour des tournages et autres, ils ont dit, on nous a dit de ne pas faire autre chose que ce qu'on fait dans les médias? Pas forcément. Je voudrais nuancer un peu cet aspect Oui, des choses pour dire que même si on considère que cela s'est faussement révélé sur le terrain, même si on considère que la campagne est exclusivement médiatique, il y a aussi la texture du message, la force. Il y avait cette campagne de sensibilisation aux allures électoralistes. Et Médéric ne me démentirait pas. On doit sentir cette pugnacité. C'est-à-dire, le verbe devrait prendre le pas sur un certain nombre de choses. Et donc, quand on écoute certains messages, lorsque certains partis politiques, au lieu de décliner leur programmation, disent nous avions contribué à la paix depuis 1990, on n'en a que foutre. Excusez-moi un peu de parler de cette façon triviale. Et donc, lorsque on passe tout son temps à dire non, nous ne sommes pas la force politique sur laquelle pourrait se reposer le président de la République, non, nous ne sommes pas la 3e force politique. Non, ce n'est pas ça l'objet de la campagne. C'est d'offrir aux populations ce dont elles ont besoin réellement. Les populations d'Agla qui sont chaque fois sous l'eau deviennent amphibiques de façon cyclique. Qu'est-ce que vous leur offrez véritablement? Lorsqu'on part à Bomé, lorsqu'on part ailleurs, qu'est-ce que vous offrez à ces populations? En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc le débat a été faussé. Et je l'ai dit à l'entame de cette discussion que l'on a tendance à croire que c'est une déclinaison du pouvoir central. C'est-à-dire, à part les FCBE qui ont dit nous ne sommes pas un 3e parti, un 3e bloc du chef de l'État, à part ce langage de campagne qu'on a vu, il n'y a plus rien d'autre à se mettre sous la dent. Cela n'a rien à voir avec la campagne dite exclusivement médiatique. Maintenant, pour en venir à l'autre aspect, où le déploiement sur le terrain a menti totalement sur ce que nous a fait croire la Sénat et ce que nous a fait croire la RAC.
Les gens sont allés faire des meetings. Je n'encourage pas le fait. Mais je trouve que c'est-à-dire, ces politiciens ont mis en danger la santé publique. Au vu et au su. Ils ont toujours bénéficié de situations atténuantes. Bon ben, au vu et au su. Et puis je voudrais faire une discrétion du côté du zoo pour dire, il y a quelqu'un par exemple que les bonnes gens, les défenseurs des droits humains et même les défenseurs de la souveraineté nationale, de la cohésion nationale, croyaient pouvoir retrouver en difficulté avec la justice. À savoir, Armand Ganset, par exemple, qui a tenu des propos inadmissibles et inacceptables. Mais je disais sur un plateau de télé que, vous le verrez, haut la main au soir du 17 mai. Et quelqu'un me disait non, c'est pas vrai, parce que là, il doit répondre devant la juridiction de notre pays. Dès l'entame de cette affaire, j'ai compris, parce qu'on est passé par l'OCRC, je me dis, mais non, c'est pas ce chemin qu'on doit lui faire emprunter. Et aujourd'hui, le gars va campagne tranquillement. Et comment? De façon tonitruante. Et bien donc, je dis, ces campagnes m'ont laissé un arrière-goût d'inachevé. Un arrière-goût d'inachevé. Et puis un goût d'arnaque. Un goût d'arnaque. Alors, Médéric François Gongo, je me retourne vers vous. Avant d'aborder le taux de participation pour le scrutin du dimanche prochain, j'ai bien envie de recueillir pour nos amis internautes votre analyse sur les enjeux qui concourent pour la prochaine mandature pour les villes de Cotonou, Porto Novo et Abomey-Calavi. Quelle analyse faites-vous sur le combat qui se fait autour du fauteuil municipal? Mais avant, je tiens à préciser que, au thème des principes démocratiques, c'est vrai, l'opposition n'est pas seule à constituer le contre-pouvoir. Nous avons forcément les médias, nous avons la société civile qui s'est laissée scléroser, à la limite embastillée par le système actuel, parce que cela s'explique. Lorsqu'on observe le rôle que cette société civile a joué avant 2016, on remarquait des accointances à la limite de l'inceste entre le pouvoir actuel, et ça s'est poursuivi, avec la promotion de plein de membres de cette société civile qui est redevenue une société civile. Mais lorsque nous avons ça, nous avons l'opposition, la presse, la société civile et le mouvement populaire. Le mouvement populaire dans un pays est le baromètre de l'appréciation de l'effectivité de la démocratie, en plus de la justice et du bon fonctionnement des médias. Lorsque vous avez un peuple dont la conscience est aiguisée, qui sait que lorsqu'on lui dit porte des masques, porte des casques, c'est pour son bien, mais que lorsqu'on lui dit reste, ne va plus à la mosquée, ou bien lorsqu'on arrive à casser ces mosquées, comme on l'a vu dans le passé, c'est qu'on a brimé ses droits primaires. On l'a vu dans un gouvernement, dès le début, je crois, dans ce gouvernement. Lorsqu'on a un peuple qui a un esprit de discernement, lorsque la presse agit, l'opposition en rajoute, la société civile relaie, le mouvement populaire démontre au pouvoir en place, on le remarque partout. Quand on augmente, on l'a vu au Soudan, on a augmenté le pain seulement et le président est parti, s'est retrouvé en prison. On l'a vu dans beaucoup de pays, je vous en prie. Lorsque nous avons tout ça, on se dit que c'est vrai. La presse aura beau jouer tout le rôle. L'opposition aura beau être complètement absente. Mais lorsque la société civile se retrouve dans ce cas de figure, je ne peux pas dire que la responsabilité est collective, mais je dis que chacun a quelque chose à y voir. Alors, maintenant, par rapport à la nature du débat. Voilà. De quoi Cotonou a besoin aujourd'hui? De quoi Porto-Novo a besoin aujourd'hui? On ne peut construire un projet de développement local, entendu que le critère réalisation du chef de l'État est discuté par toutes les cinq tendances, parce que FCBE dont on me parle n'a pas complètement donné la preuve, même s'il y a des professions de foi, qu'elle est véritablement de l'opposition politique. Elle pourrait à la limite dire qu'elle est d'une opposition constructive. Et nous savons ce que ça veut dire sous nos cieux. On voit les quatre tendances en jeu être dépourvues du critère de réalisation. Parce qu'à l'évidence, Cotonou, je ne parlerai pas comme l'autre, se métamorphose. Et il en est de même pour Porto Novo, pour Parakou et pour beaucoup d'autres villes du Bénin. C'est pour dire que le gouvernement est à l'œuvre résolument. Le reconnaître, c'est ne pas être partisan, encore que nous ne pouvons pas être partisans de gouvernement qui n'a pas fini son mandat, que nous avons décrié dès le début, mais le reconnaître, ce n'est que être le relais de ce que la population constate. Mais on voit que ces critères sautent. Maintenant, quelle est la spécificité de chaque
candidat au niveau des 3 principales villes. Cotonou, nous avons 4 problèmes fondamentaux. Les inondations, la mobilité, la modernisation par l'éthique et les connexions, et la sécurité. Bon, je parlerai de la vie associative, je parlerai de la gestion des personnes vulnérables, des personnes âgées, je parlerai de l'installation du volontariat pour qu'on ait des Béninois, oui, du volontariat pour qu'on ait des Béninois, de l'assainissement et de la gestion des ordures, du volontariat surtout, parce que lorsque vous avez des volontaires dans une ville, la solidarité est agissante. Mais malheureusement, à part quelques pans des sujets évoqués, je ne vois pas les candidats s'affronter. Je vois, on me dit, tel est le candidat et la préférence du chef de l'État, comme si on veut homologuer l'inquiétude de plus en plus amplifiée que nous l'avions entendu dans la zone de Djougou, par un patriarche quand même, qui a déclaré Oubi, qu'il n'y a pas d'enjeu. Et qu'on va nommer les maires. Voilà. Je n'aimerais pas croire qu'on avait nommé les députés. Parce que même si je leur dénie la légitimité, leur légalité est établie. Et la nature ayant horreur du vide, belle assemblée, bonne assemblée, nous avons une assemblée. Donc, lorsqu'on se retrouve dans ce schéma, on ne peut que jouer avec ceux qui ont des bilans. Parakou, il y a un bilan. Porto Novo, le bilan, on ne sait pas qui peut s'en vanter. Parce que ceux qui ont dirigé n'ont pas des positions claires. Et nous avons beaucoup d'infiltration au niveau du PRD qui était compacte. On voit ça par rapport à une campagne tiède qu'elle organise. À la limite insipide. Voilà. Donc, lorsqu'on se retrouve dans ce cas de figure, on revient à Cotonou, où nous observons toutes les forces affrontées. D'abord à l'intérieur des partisans du chef de l'État. Et on se donne des coups. Ça m'amène à même croire que la vraie opposition politique se retrouvera autour du chef de l'État. Et ça pourrait être vrai. Parce que 98% des acteurs politiques classiques, en dehors de candidats Zanaï, 98% des acteurs classiques, parce que pour moi, Boni n'est pas un acteur classique, c'était un intrus qui malheureusement méconnaissait la maison. Sébastien Gémer Diabo, il est rentré dans le jeu pour conforter sa position parce qu'il a vu un opérateur économique qui était toujours son adversaire, entré aussi dans le jeu. Et il a été rejoint étant du miel qui contenait du nectar par des moucherons qui naviguent autour de ce qui est intéressant. Et puisque le nectar ne se trouve plus, pas parce qu'il n'a pas d'argent, mais les objectifs de pouvoir n'étant plus là, on les a vus dans une débandade extraordinaire, se recaser dans les autres partis politiques, allant jusqu'à tourner et aller de Kalibansila et se confondre même par rapport à l'honnêteté intellectuelle que c'était pas mieux incarné. Lorsque nous avons une situation comme ça, je vous en prie, je suis obligé, pour l'observation que j'ai les choses, de constater que même si tout n'est pas rose, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer, certainement avec la méchanceté des carriéristes politiques qui font des pieds et des mains pour utiliser la latitude ou la largesse du chef de l'État pour sortir certains du jeu. Suivez mon regard. Nous évoluons, mais malheureusement avec un peuple qui n'arrive pas à avoir une conscience. Vous m'excusez, l'ignorance est de taille au Bénin. Où ce qui est dit sur les réseaux sociaux, à la radio, rapidement est converti à vérité universelle et même biblique, sinon coranique. Le rôle revient, et là, nous regrettons l'absence des partis qui portent des espoirs d'une jeunesse montante. Je veux parler du NPL, qui quand même par rapport à l'adhésion qu'on a constatée, ou des impensables ont demandé même des positionnements sur les listes. Je peux parler du Moël, qui retrouvait au moins certains jeunes qui, bien qu'étant social-démocrates, non progressistes, m'excusez, et comme l'a dit l'autre Abomé, là, c'est vrai, nous sommes tous progressistes, et finalement ils se sont rejoints. Donc pour vous dire que ceux-là auraient pu être dans le débat, et le débat allait être d'autres qualités. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a le jeu PRD, on a le jeu PRD avec Mwedi, on a le jeu BR avec Biochane, on a le jeu UP avec Amoussou Bruno, et on a
des enfants terribles de la cité qui se refusent de disparaître, comme Claudine Prudentieux, qui est là, comme pour servir de baromètre, mais elle ne peut pas parce qu'elle se réclame également trop du pouvoir. En conclusion, bien qu'avançant, nous devons militer, nous devons travailler pour que le peuple béninois ait une conscience aiguë, pour que les élites rentrent véritablement dans leur rôle, et pour qu'on arrive, et ça c'est un enjeu Oui. des élections actuelles, la dépolitisation des administrations municipales et communales. La dépolitisation des administrations, parce que même si on le fait au niveau étatique, le pouvoir à la base a beaucoup plus de contraintes. Parce que le mandat du député est impératif. Mais le mandat du maire, qui est le mandat de la liste sur laquelle il a gagné, donc le mandat d'un parti politique, dont les représentants vivent parmi les populations, devrait être un mandat difficilement assumé. Du reste, la majorité des conseils communaux municipaux pourrait être aussi à géométrie variable, comme on l'a vu. L'autre enjeu, le préfet est trop fort. Même si on a les maires les plus démocratiquement élus, parce que c'est le préfet qui a le droit de vie ou de mort sur le maire, parce que c'est le préfet qui doit autoriser le budget, le maire se retrouve sous la coupe du pouvoir exécutif du moment. Et donc, même si on joue pour aller vers l'extrémité ou l'enracinement ou l'ancrage de la décentralisation dans les mœurs et dans les pratiques, dans un silence assourdissant, nous jouons tous pour taire ce qui constitue essentiellement l'embûche. Essentiellement l'embûche. La forte présence Je reste avec de vous, l'État central. Je reste avec vous, dans la gestion des pouvoirs. Médéric François Gongo, avant de passer tout de suite à Joseph Perzouanago. On est en train de parler de Porto Novo, de Cotonou. Il y a également le cas Calavi, où il y a pratiquement deux dinosaures qui s'affrontent. Oussou Guédé, Patrice Koman Oussou Guédé, ancien maire de la ville de Calavi, qui est face à Georges Bada, maire sortant. Et il y a également Claudine Prudentieux, qui propose une batterie de mesures pour quand même révéler la ville de Calavi. Quelle est votre analyse sur ce pan? Nous avons eu l'opportunité, nous avons fait preuve de curiosité journalistique pour lire les propositions des candidats, les propositions des tendances en lice et de certains candidats qui se retrouvent en pole position dans Calavi. Et nous avons constaté qu'il y a eu des réflexions approfondies. Que ce soit au niveau de Oussou Guédé, un ancien maire qui peut quand même se réclamer d'un bilan, que ce soit au niveau de l'actuel maire qui a procédé à un diagnostic approfondi des problèmes de Calavi, les problèmes des affaires domaniales, les problèmes de mobilité comme à Cotonou, les problèmes de sécurité et l'extension de Calavi qui se retrouve être la plus grande ville en population du Bénin, une ville hautement cosmopolite, parce que voilà un aspect également qu'il faut gérer. Lorsque vous prenez le Calavi, nous avons un tiers du peuplement de Calavi qui se retrouve être des collines jusqu'au niveau du septentrion. Nous avons une miniature du Bénin au niveau de Calavi et j'ai comme l'impression que les jeux électoraux à venir sortiront de là. Oussou Guédé Patrice a un âge avancé. Il a ses soutiens, des inconditionnels. Bada, plusieurs fois député, peut se prévaloir des résultats qu'il a pu avoir, même si c'est à l'évidence avec l'appui du chef de l'État et du gouvernement, mais il ne l'a jamais nié. Claudine Prudentieux, pas une maîtrise des organisations de masse et pas une manifestation continue de la solidarité à l'égard des femmes et des jeunes, on le voit à travers des coopératives, des entraînes et autres, donne la preuve qu'elle n'est pas dans la politique, et là je ne la défends pas, pour les mêmes objectifs que les autres. Parce que les deux autres, ils sont en train de jouer au jeu de gladiateur. Tu m'as remplacé, je vais tout faire pour reprendre le poste. C'est de bonne guerre. Claudine se retrouve, l'UDBN, se retrouve, lorsqu'on voit la physionomie de ces candidats, on a comme l'impression
qu'elle veut jouer pour être la chef du secteur politique d'Abomey Calavi. Voilà la situation qu'on a à Abomey Calavi. Cette même situation se répète à plusieurs endroits, avec quelques variances. Mais l'un dans l'autre, on constate que malgré l'absence du président Boliaï, qui constitue, quoi qu'on dise, le leader charismatique de l'ancien plus grand parti politique que nous ayons eu au Bénin, le FCBE, malgré cette absence, malgré l'absence de l'USL, qui a appelé au boycott, et là le boycott aujourd'hui sera de fait, parce qu'il y a d'abord Covid, parce qu'il y en a, on l'a constaté par rapport au retrait des noms de 4 électeurs, 4 lépis au niveau du 16e arrondissement, sur 17 000, il n'y a que 3 000. Heureusement que la Sénat a autorisé l'utilisation de certaines pièces au nom de 7 pour voter. Les populations, il y a une sorte de désaffiliation entre le politique classique et les populations. Et c'est pour cela que la population a d'ailleurs voté à presque 50% en 2016 pour 2 acteurs économiques. Voilà, je viens. Oui, on doit revenir tout à l'heure sur le taux de participation. Il faut me laisser terminer. Oui, nous allons revenir tout à l'heure sur le taux de participation avec vous, Médéric François Gogo. Alors, Joseph Pierre-Jonago, les enjeux pour Boycon, Cotonou, Parakou et Calavi, selon vous? Mais on ne va pas parler de Boycon. Lui, là, il a crucifié déjà Gansé. Bon, mais il n'est qu'un saint fautif. Bon, comme l'a dit Médéric, vous allez revenir dessus, précisément sur le cas Boycon. Un bon catholique. Je ne voudrais pas revenir sur Boycon. Oui. Même si on a remarqué, c'est extraordinaire ce qui se passe aussi, on a remarqué que le maire, non je ne voudrais plus revenir sur ce cas, l'ancien maire, enfin le maire sortant, Luc Atropos, est repartir, comme on dit, ça c'est pour faire un peu de choses. L'ascenseur revient toujours sur son lieu de crime, et il est reparti là-bas faire campagne contre... le maire Atropos. Mais bien sûr. Ah, vous ne voulez pas me dire qu'il est à Boycon et qu'il n'a pas un don de député. C'est comme si. Alors, bon, mais ça met un peu de piment dans ce qui se passe, qui est déjà terne, et on l'a relevé tantôt. Mais je voudrais laisser Boycon pour revenir un peu et sur Porte-Nouveau, par exemple, où on sent quand même qu'il y a une sorte de pugnacité. Et qu'on ne le veuille pas, le père donne de la voix, par l'entremise de son leader, Choco Choco, qui a dit, pas plus tard qu'avant-hier, un certain nombre de choses à l'endroit de ses adversaires. Cela paraît irréaliste lorsque on se réclame de la même mouvance et qu'on se retrouve sur ce genre de terrain. Et je ne voudrais pas être à la place de ces politiciens. Je veux quitter rapidement pour dire en fait ce qui va se passer. Le PR va y laisser des plumes. C'est une évidence. Mon confrère l'a dit tantôt, après la dernière présidentielle, le PRD s'en était retrouvé totalement à mal. Et il y laissera des plumes, mais ne se laissera pas faire. Ça, c'est parce que, enfin, il y a aussi l'autre aspect, le fief. Le fief n'est pas parti. Pour beaucoup de partis politiques en lice en ce moment, le jeu du fief va beaucoup jouer. Je quitte Porto-Nouveau rapidement pour venir à Parakou. Bon, ben, je dois faire quand même une escale à Cotonou pour constater. Et je suis d'avis avec mon confrère pour dire, c'est vrai, il y a un certain Nyolofon qui n'a pas dit son dernier mot. Quand? Et puis, curieusement, du même sérail que l'actuel prétendant. Mais je ne voudrais pas dire que Luc Atropos est prochain maire. Je voudrais dire qu'il sera dans le conseil. Et puis, ce n'est qu'après qu'on va passer à l'élection du maire. Mais lorsqu'on observe ce qui se passe à Cotonou, on a l'impression qu'il s'agit d'une élection présidentielle. Où finalement, la seule tête d'affiche, dont je suis surpris, est Luc Atropos. Enfin, je parle en connaissance de cause, hein, la seule tête d'affiche. Pourtant, quelqu'un était sur le siège, jusqu'à... Alors nous parlons encore. Il y avait des candidats, il y avait des velléités au sein de l'UP. Il y avait Adjarboni. Oui, bien sûr, vous l'avez cité tantôt. Bon, alors moi je ne sais pas, comment se fait-il qu'on a l'impression que tout ce beau monde-là colporte. Ils se sont entendus. Ou bien son aura a fait disparaître. Non. Là, je voudrais plutôt pencher de ce côté pour dire, en bon analyste, je voudrais dire,
ne se sont-ils pas entendus? En politique, tout est possible. Encore qu'ils peuvent s'entendre pour ne pas s'entendre. Oui, voilà. on peut s'entendre pour ne pas du tout s'entendre. Et ce serait d'ailleurs heureux pour mais quand population. on connaît l'aura politique de Luc Sétontiala-Tropos, quand on connaît un peu ses incohérences avec les acteurs politiques, les acteurs du monde culturel et bien d'autres, est-ce que son avènement à Cotonou ne peut pas faire bousculer beaucoup de choses? Je suis d'avis avec vous. Cependant, je voudrais aussi reconnaître, parce qu'on est dans le jeu politique, reconnaître que quand même le sortant n'est quand même pas déméritant. Et il est aussi un homme du sérail. Il est aussi un spécialiste. Autochtone en plus. Bon, mais le jeu va se jouer parce que je constate aujourd'hui qu'il y a une tête d'affiche. Et là, c'est là où je ne voudrais pas partager l'avis de mon confrère pour dire, même si certains donnent l'impression que le chef de l'État est derrière et qu'il voudrait se refuser de voir que le chef de l'État intervient pour choisir les pions. C'est pas seulement Luc, on a cité le nom d'une autre femme, au niveau d'une autre tendance de la mouvance. Le chef de l'État voudrait-il préférer deux personnes? Le chef de l'État pourrait-il préférer, en tant que bon père de famille, certains de ses enfants à d'autres enfants? Et par rapport au mode de scrutin, comment se fait-il que vous voulez demander? On veut solliciter le suffrage sur la base d'un mode de scrutin. On ne l'a pas encore eu. Oui. Et déjà? Bon, peut-être. Oui, mais c'est cela. Alors, je vais y aller. Mais là, un bon marionnettiste, ce n'est pas une injure. Le chef de l'État peut être en train de jouer à ce jeu-là aussi. Eh bien, le cas de Parakou. Quand on va à Parakou, le gond qui pourrait sauver Charles Toko, c'est un confrère, le gond qui pourrait le sauver si on était sur le tatami ou sur le ring, oui, qui pourrait le sauver, c'est cette absence quasi visible de ce parti, la FCBE. Franchement, les FCBE ne sont pas visibles. Et le MPL. Bon, le MPL qui allait faire très mal. Qui allait faire très mal. Parce qu'on constate aujourd'hui que le départ, je l'avais dit, le départ de Boni Yahi n'a pas fait du bien forcément au FCBE. Le président, l'ex-président Yahi Boni serait parti sans l'annoncer que la physionomie de la bataille ne serait pas celle que nous observons en ce moment. Yahi Boni se serait réfugié dans son coin sans vraiment rien dire, que ça marcherait beaucoup plus pour les FCBE. Bon, mais nous verrons aussi. Ça donnerait même du piment. Parce que la FCBE jouerait pour nous donner la preuve qu'elles ne sont pas en phase avec les autres partis. À gauche, je reste. Djougou, voilà. Djougou, et nous avons un confrère. Souffrez que... Ils sont les plus méritants. Oui, voilà. Parce que... Djougou, Parakou. Voilà, nous avons des confrères et on ne peut pas... Je suis un peu... C'est un petit... Il y a également la commune d'Adjoum. Nous avons aussi un confrère là. Mais lui, il n'est pas bien positionné. Tel qu'il est positionné, il risque d'avoir des problèmes. Bon, mais on n'est pas encore en train de lire les maires. Non, positionné sur sa liste. On suppose que son alliance, le BR, à ce niveau-là, l'emporte parce qu'on constate un investissement de taille de l'honorable Akoma. Ah oui. Parce qu'il joue également Sevatou. Il paraît même que la plupart des députés seraient mis à l'épreuve. Et que s'il y en a qui ne scorent pas comme il fallait, il serait forcément difficulté. Comment n'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, lorsqu'on constate tout ça, on se dit qu'il y a quand même de certaines valeurs. Il y a des valeurs qui sont en poste et qui vont revendiquer leur mandat. Et il y a d'autres candidats. Qui veulent. D'autres candidats, on ne dira pas que Mali Gomila, qui, bien que n'étant candidat à rien, avait déjà une équipe de football, avait un mécanisme pour appuyer des associations de jeunes et de femmes, avait des coopératives. Et là, j'ai eu la chance, dans mes détours au niveau du septentrion, de le constater. C'est pour vous dire que nous ne devons pas jouer à nous faire peur. Et même si à l'évidence, nous les journalistes, nous devons tout le temps tirer sur la sonnette d'alarme, nous ne devons pas oublier que tous nos actes doivent prendre date dans l'histoire. Et aujourd'hui, ne nous auto-flagelons pas. Ne jouons pas à nous faire peur. Moi, j'aurais aimé, par exemple, qu'un parti comme l'USL et la FCBE demande aux populations à sortir massivement pour qu'on ait deux éléments de comparaison entre les législatives et les municipales. Oui. Mais pourquoi ne pas prendre pas... ne tient pas compte des... Pourquoi ne pas prendre... Écoutez, pourquoi ne... Non, il faut demander aux populations d'aller voter pour le candidat de leur choix. Et on partira de ce taux de 27% laborieusement obtenu par la Cour constitutionnelle après les 22% monumentales de la Sénat et les 5 à 10% constatés majoritairement sur le terrain par nos équipes et par les observateurs internationaux. On pouvait constater
et avoir des raisons d'oublier vite cette époque des échauffourées du 1er du 2 mai, si l'opposition demandait aux populations, c'est vrai que nous ne sommes pas dedans, mais la seule manière pour vous de montrer que nous sommes puissants, c'est de sortir massivement pour aller voter pour le candidat de vos choix. Ce n'est pas parce que... Attendez, je vais vous expliquer. Est-ce que le choix n'est pas celui des... Attendez, non, le boycott, au terme de toutes les stratégies politiques et l'absentéisme, n'ont jamais été les meilleures stratégies politiques. Au terme. Et le chef de l'État actuel, il disait à une des rencontres, j'ai encore suivi ça hier, si j'étais à votre place, j'allais tout faire pour participer. Ben, comment le MPL a fait pour avoir au moins le récépissé? Comment Claude Prudhomme, ceux qui étaient mis à côté? Comment le PRD? Et pourquoi devons-nous tout le temps jouer à l'abstraction? Non. Le boycott, c'est-à-dire l'appel au vote libre dans la nomenclature des positions pour démontrer son opinion politique, vous appelez aux gens à vote libre et vous prenez les dates en même temps pour dire « Ah, pour les législatives, il n'y avait pas du monde ». Et ce n'est pas parce que des partis en lice auraient beaucoup de votants que forcément ce serait le leur fruit. Mais nous demandons aux populations d'aller voter. Même le vote blanc. On compte le vote blanc. C'est pour cela, certaines nations... Ça a eu quelle valeur ici aux dernières législatives? Chers collègues et éminence grise, il y a des nations dans lesquelles le vote est obligatoire. Pourquoi l'on a rendu le vote obligatoire? Et pourquoi au niveau de certaines nations de démocratie avancée, le vote aux États-Unis, par exemple, n'est pas délégation? Pourquoi on le fait comme ça? Le vote, à des endroits donnés, les cartes d'électeurs sont assimilées aux cartes d'identité civique en Bolivie. Et dans beaucoup d'autres pays. Donc, pour vous dire que lorsque l'on joue à la chose politique, il faut suivre les susceptibilités des populations. La population a commencé par oublier les absents. Les populations. Et il y en a qui disent, ah, vous m'excusez? Quel que soit ce qu'on fait, qu'est-ce que soit ce qu'on dit, il y a un cas le gars est en train de travailler. La population voit les goudrons. La population voit. Je vous dis, et on ne peut pas, en tant que journaliste, nous ne pouvons pas aller contre ce que le peuple voit, même si à l'évidence, sur le plan des droits de l'homme, sur le plan de la justice, sur le plan de tout ça, il y a des problèmes. Alors, je dis Médéric François Gongo, Joseph Perzo Anago, l'opposition, une frange de l'opposition appelle au boycott du scrutin. Mais dites-nous, est-ce que le fait d'appeler au boycott du scrutin n'est pas un procédé antidémocratique quand on sait que l'expression de bulletin nul également est aussi l'expression d'un désaccord face à ce qui est fait? Je voudrais clarifier parce que avant que vous poursuiviez, est-ce que vous savez, Joseph Perzo Anago, que lorsque vous habituez la psychologie des populations à avoir l'habitude de boycotter des élections, quand vous, aspirant au pouvoir, vous serez au pouvoir également, il peut arriver qu'elles prennent aussi l'habitude de boycotter aussi. Vous me laissez aussi? Allez-y, allez. Ce serait aller trop vite en besogne que de considérer que le mot d'ordre du boycott venant d'un parti, pour ne pas citer l'USL, ne participe pas du confort démocratique. Non, je dis non. Non, on l'a jamais dit. Je m'explique en faux contre cela. Mais est-ce que c'est la meilleure? Et je vais m'expliquer. En fait, si nous voyons seulement que l'aspect mot d'ordre du boycott, on perd de vue une réalité où on le fait sciemment ou alors on le fait de bonne foi. Il s'agit de quoi en fait? Il y a eu un moment, un citoyen du nom de Sébastien Javon. Et il y a eu encore un autre citoyen, et on fait semblant de l'ignorer, qui tout récemment avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme et qui a eu raison sur l'État béninois. Ne confondons pas les choses. Ces deux citoyens, je les appelle citoyens, au même titre que moi, avaient estimé que leurs droits étaient brimés et qu'ils ont à prendre part aussi à ces élections. Moi, je lis à travers leur démarche ma petite personne. Si un jour il arrivait qu'on m'empêche d'exprimer mon droit de vote, je pourrais aussi saisir une cour pour trancher. C'est ce qui a été fait. Au départ, jusque-là, on ne parle pas de boycott. Et la cour a dit, ben, c'est deux, parce que là, ils sont devenus deux. Ils sont nombreux désormais. Ces citoyens méritent d'avoir le droit de vote qu'on leur refuse. Permettez-leur désormais de faire cela. Et pour que cela ait lieu, différer la date
des élections. Je voudrais dire, si on met vraiment l'homme au cœur de tout processus, ce n'est plus le nombre qui compte. C'est le sujet qui est en débat. C'est-à-dire le droit ou les droits humains. Je jouis d'un certain nombre de droits. Et ces droits sont universellement partagés. Il s'agit donc de donner à ces deux citoyens ou à ces citoyens qui en ont fait la demande la possibilité de prendre part à ces élections. Et la Cour a dit différer la date de ces élections. Oui. Tout est parti de là. Justement, allez-y. Et maintenant, un parti politique dont l'un de ces citoyens, en l'occurrence Germain Aljavon, enfin Sébastien Aljavon, oui. de l'USL, le parti politique de ce citoyen, Sébastien Aljavon, a décidé donc de donner un mot d'ordre, dont le boycott. Alors, il ne faut pas lier. Mais est-ce que selon vous, Joseph Perzonagua, en tant qu'analyste, Oui. est-ce que le boycott résout le problème? Est-ce que le fait de boycotter l'élection Quel problème, par exemple empêche l'effectivité du scrutin? Est-ce que le boycott des élections empêche, ou je dirais, entrave à la légitimité des élus communaux qui seront élus? À la légalité. Parce que généralement, Joseph Perzonagua, pour aider un peu votre argumentaire, généralement, quel est l'intérêt d'une action si elle n'a pas d'impact? Nous sommes en politique. On a vu dans ce monde, ici, des condamnés à mort, dont la sentence a suscité le tollé général de par le monde. Certains ont été exécutés. Ce n'est pas parce qu'on les a exécutés et que le fait s'est éteint. Mais ces pays ont été indexés parce que, malgré que le pape soit intervenu, malgré que telle autorité, au plan universel, au plan mondial, soit intervenue, l'exécution a eu lieu. Parce qu'on trouvait que cette exécution ne respecte. D'ailleurs, c'est le non-respect des droits humains qui est en train de se proférer. Et donc, cette exécution a eu lieu. Est-ce pour dire que, bon ben, puisque l'exécution là a eu lieu, c'est le pays qui a exécuté qui a le droit? Non. Ce n'est pas parce que les élections ont eu lieu, malgré que la Cour africaine, qui est une Cour suprême. Joseph Perzonagua, dernière question. Oui. Selon vous, que représente un bulletin nul, selon vous? Non mais écoutez, aujourd'hui si vous déniez à certains citoyens, parce qu'il n'existe encore parce qu'après ce aucune communiqué, disposition. on a vu même des militants qui ont eu à opiner sur les pages officielles de cette formation politique pour à dire, mais même si vous appelez tout le monde à voter bulletin nul, c'est aussi quand même l'expression quand même du jeu démocratique. Aussi du jeu démocratique. Comment vous voulez refuser à certains de dire je veux boycotter? Je veux le boycott de cette élection. Comment on peut appeler au boycott? Mais comment alors on ne peut pas aussi appeler au non-respect du boycott? Je crois que nous n'allons pas en faire un débat du berger à la Vous ne voulez pas dire le contraire. Je voudrais terminer. Oui, allez-y. Oui, je voudrais terminer ceci. On Oui. dit ceci. Oui. Tant qu'on considère que le boycott est une mauvaise chose, Non, on ne l'a jamais dit. alors là, acceptons que ceux qui disent je ne suis pas pour le boycott aussi l'expriment. Et que ceux qui disent je veux aller au boycott puissent aussi l'exprimer. Voilà. Ne pas permettre à l'un ou l'autre des deux camps d'y aller, c'est là où on n'est pas démocratique. Mais est-ce que le boycott d'un scrutin est démocratique? Oui, je m'avais Attends, c'est inscrit dans la Constitution comme étant non démocratique? Non, c'est démocratique, bien sûr. C'est un choix. C'est un choix. Ouais, voilà. J'aimerais constater oui, nous sommes presque à la fin. 2 points. Oui. Premièrement, au niveau de l'USL, je vois la TG, Mme Maroufat qui se retrouve sur l'UP, Haïfaï. Je vois Kédian Oulé qui se retrouve au niveau du BR. Je vois Constantin Amoussou, je vois Landry Vaudji. Je vois Louidé, je vois. Des gens que nous avions vus, parce qu'à un moment donné, nous défendions une opinion qui était pour les faibles du moment, étant l'enfant de celle qui n'a pas d'enfant. Étant l'avocat de celle qui n'a pas d'enfant. Lorsqu'on constate tout ça, on se dit, de quel USL il s'agit? De la diaspora? USL des fonctionnaires? Ou USL de la base? Il y a un véritable problème. Assurez-vous. Doit-on? Parce qu'il y a des problèmes dans lesquels on a engagé un gouvernement et à ses droits. Parce qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un qui a contribué dans une proportion de 23%, nous a-t-on dit, plus, selon certains, à la victoire d'un président de la République. On ne peut pas lui refuser, on ne peut pas le frapper et l'empêcher de pleurer. On ne peut pas le sortir du système
On ne peut pas l'envoyer en exil pour une raison aussi vile que le trafic de drogue. Médéric François Gongo, demain, c'est le jour de vote. Très rapidement. On ne peut pas empêcher demain c'est un jour très important pour les Béninois. On ne peut pas empêcher celui-là de revendiquer ses droits et de passer par tous les moyens pour se faire entendre. C'est de son droit. Mais il y a de l'anachronisme politique en stratégie politique. Vous ne devez pas agir en ne tenant compte que de vos intérêts. On n'est pas l'épicentre, on n'est pas le centre de convergence des intérêts, mais on est là pour faire la volonté du grand nombre. Donc, les municipales, le taux de participation se retrouve être l'enjeu principal, parce qu'au-delà de la légalité, nous devons légitimer les postes des conseillers et des maires pour qu'on n'ait pas des maires comme on a des députés qui ne sont pas fiers d'être députés, des députés qui se cachent, qui lorsqu'ils arrivent à des endroits lèvent les cils, des députés qui se confient à nous pour nous dire qu'ils n'ont plus le pouvoir, qu'il n'y a plus de piment au niveau du Parlement, que tout ne se dispute plus. Merci, donc, pour vous dire que droit dans ses bottes, François Bongo, droit dans ses bottes, demain 17 mai, le journaliste que nous restons et demeurons, les Béninois se faire la part des choses. Les Béninois se rendront demain, 17 mai, il est clair que les uns et les autres sachent sur la base des informations qu'on a, parce qu'on n'a pas un communiqué officiel du chef de l'État, que le chef de l'État n'a aucun candidat, qu'il y a des velléités au sein des tendances, mais qu'on n'est pas dans un scrutin uninominal. Donc tout ce qui agite des candidats, c'est forcément des gens qui participent, à la démobilisation du travail qui a été fait, qui mettent en difficulté les coordonnateurs des différentes tendances partout, parce que les gens qui ont eu à positionner diront « Ah, et pourtant, moi-même, je pouvais. Ah, moi-même, j'étais derrière longtemps. » Et les électeurs pourront avoir trois options. Ou ils boycottent, ou ils ont un vote contestataire pour voter pour le candidat contraire, ou carrément pour quelqu'un qui n'est pas du camp présidentiel, ou ils ont un bulletin nul. Donc, dans tous les cas de figure, ceux qui disent que les maires seront nommés comme les députés sont responsables de ce qu'ils disent devant l'histoire, devant le peuple. Merci à vous, Médéric François Gongo. Merci également à vous, Joseph Perzoanago. Je rappelle que Joseph Perzoanago est le directeur de publication du quotidien béninois La Dépêche. Il était face à Médéric François Gongo, fondé et éditorialiste du quotidien Actu Express. Chers amis internautes, c'était Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention. Il nous est revenu, Médéric François Gongo. J'espère qu'il prendra l'engagement devant vous, devant la caméra, pour être encore à nouveau disponible pour d'autres émissions. Merci à vous, chers amis internautes, pour la fidélité constante. Merci également pour vos divers messages. Ainsi se referme Info Hebdo de ce matin. Merci pour l'attention. À samedi prochain avec d'autres invités, ou peut-être les mêmes. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end à toutes et à tous.